Donc, les 2 films qu'on va voir aujourd'hui, c'est 2 films qui ont comme point commun d'avoir comme acteur Clint Eastwood. Le premier, c'est Le Bon, la Brute et le Truand de 1967, western spaghetti de Sergio Leone. Et le deuxième, c'est Grand Torino, réalisé par Clint Eastwood, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, en 2008. Voilà. Et donc, je ne sais pas, Romain, tu veux commencer un petit peu en nous recadrant Le Bon, la Brute et le Truand? Oui, du coup, Le Bon, la Brute et le Truand, c'est un film, comme tu l'as dit, réalisé par Sergio Leone. Il a été, publié en 1966 et en fait, c'est un western. C'est un western spaghetti, du coup, ça s'appelle. C'est, une nouvelle ère dans le western qui a été lancée par, Sergio Leone, où le western, se voulait plus réaliste et moins violent, avec beaucoup plus, de création de personnages et beaucoup moins d'action. Donc, Le Bon, la Brute et le Truand, ça a été, il a fait partie de la trilogie du dollar. C'est, du coup, la grande trilogie de Sergio Leone sur les western spaghetti et c'est considéré comme le meilleur de ces 3 films qui sont tous les 3 excellents. Donc en acteur, on retrouve, du coup, Clint Eastwood et aussi, Lee Van Cleef, qui sont 2 très grands acteurs, de l'époque. Lee Et Van Cleef, je me rappelle, c'est celui qui jouait celui qui envoie Snake en mission dans New York 97. Et quand on voit le stand-off au début de New York 97 de Carpenter entre Lee Van Cleef et Kurt Russell, on se dit que quand même la virilité, c'est pas moi qui l'ai. ça va et ça vient. Ouais, voilà. Heu, du coup, dans Le Bon, la Brute et le Truand, c'est une histoire où on suit, un personnage qui est considéré comme le bon, même s'il n'a pas tout de bon en réalité, qui est appelé, Blondin, tout au long du film et qui cherche un coffre rempli avec, soi-disant 200 000 dollars en or. Enfin 200 000 dollars de l'époque, donc beaucoup plus actuellement. Alors, lors de sa chasse, au dollar, il va souvent être en présence d'un autre personnage appelé Tuco, qui est un criminel dont la tête est mise à prix et avec qui il a déjà fait, quelques escroqueries. Et un troisième personnage va venir, de temps en temps. Je crois il s'appelle Santanza ou quelque chose comme ça. On Heu, connaît pas trop son nom, c'est le méchant, quoi. oui voilà, qui est, du coup, la brute et du coup, c'est vraiment un personnage sans pitié qui va lui aussi, tout faire pour essayer de trouver, ce coffre au dollar. Mhm. Alors, juste pour dire l'escroquerie, pour donner un peu quand même l'ambiance du western spaghetti, le personnage de Tuco se fait capturer volontairement par Clint Eastwood, donc Blondie, puisque sa tête est mise à prix. Et une fois qu'ils ont pris la rançon, en fait, Blondie intervient pour empêcher la pendaison de Tuco et il s'enfuit comme ça. Et à chaque fois, la tête est mise à prix pour une somme encore plus importante. Donc, ça montre un petit peu, je crois, le truc du western spaghetti, c'est que c'est totalement amoral, quoi, comme Oui. forme de western. En plus, un truc assez frappant sur La Bonne, la Brute et le Truand, c'est que ça se passe en 62, 1862, en plein moment pendant la guerre de sécession, on va y revenir, mais c'est quand même une ambiance. Moi, il y a un truc que. Comment tu le résumerais, le western spaghetti, en fait? Toi, quelle est l'image qui dit Mmh, ça, c'est du spaghetti et ça, c'est du. pour moi, le western spaghetti, c'est vraiment un western où, le but, c'est pas, ce qu'on avait d'habitude de voir dans les westerns, donc c'est pas vraiment que de l'action. Il y a aussi pas mal de recherche, de création de personnages, mais aussi, les réalisateurs ont une bien plus grande liberté que ce qu'ils avaient avec le western classique. Ça veut dire, ils peuvent mettre des scènes de torture s'ils ont envie, ils peuvent mettre, Ils en mettent. des scènes de massacre ou des choses comme ça, ce qui a été impossible d'avoir dans les westerns. Sauf les massacres des indigènes qui, là, a toujours été accepté, par la société américaine. Ah bah, de toute façon, le western, c'est une œuvre cinématographique qui est l'apologie du génocide, hein. Le western Oui. classique. C'est ça, c'est très clair, que Mais c'est dans le assez western tendance. original, c'est
pas vraiment de massacre d'Américains qu'on voit, alors que dans le spaghetti, c'est possible. Ouais. Ouais, bah, d'ailleurs, on en voit, lors de la scène du pont, lorsqu'on voit les confédérés et les unionistes se battre, il y a après des cadavres partout. Alors, moi, je dirais que, pour moi, le western spaghetti, c'est qu'il y a toujours une mouche qui se promène sur les chapeaux des gens. C'est assez fascinant dans Le Bon, la Brute et le Truand. Il y a toujours des insectes qui se promènent dans le cadre, ou aussi, que tous les mecs sont toujours en sueur. Ça aussi, c'est un truc qui est très, très, très western spaghetti. Ils sont en sueur et ils ont des mouches partout. Alors, est-ce que donc c'est en 67 qui sort? Pourquoi 66, 66? Ah, comment tu me clashes direct. désolé. Mais peut-être en France, il est sorti en 67. Non, je sais pas. Non, tu aucune pitié. Et alors pourquoi, c'est dans les années 60 que ça explose comme ça, le western spaghetti? Dans les années 60, c'est surtout la période juste avant la période du nouvel Hollywood, où, pas mal de gens en ont un peu marre des studios et des énormes contraintes qui sont mises sur les producteurs. Et donc, Sergio Leone en avait marre de, par exemple, ces codes du western et donc a décidé de faire quelque chose de totalement différent. Mmh. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est 68, hein. C'est le début quand même un petit peu, de la contre-culture. Je me rappelle plus, Easy Rider, par exemple, c'est quelle année? Aucune idée. Je crois que c'est 68, où Je justement je crois que c'est il y a 68-69. ouais, c'est ça. Il y a un peu c'est un peu l'époque où il y a toute la déconstruction du rêve américain, et en fait, on commence par, déconstruire, on va dire, les premiers Lego, vraiment, enfin, les Lego un peu historiques, toute la conquête de l'Ouest, machin. Et puis ensuite, dans les années 70, on va vraiment s'attaquer aux nerfs en déconstruisant la famille, avec les films d'horreur notamment, et cetera, et cetera. Donc c'est vraiment une période, ouais, où il y a un peu une, remise en cause, parce qu'il faut se rappeler que les États-Unis vont pas bien du tout à la fin des années 60. Il y a la guerre du Vietnam, les Soviétiques sont quand même, en avance sur beaucoup de points. Il y a vraiment une crise, et c'est un peu tout ça, je pense, qui vient s'agglomérer pour, donner le western spaghetti. Et les Américains, ils aimaient le western spaghetti ou pas? Je pense, je sais pas trop, mais je pense que ça a été assez apprécié, non? Bon, bah, je me demande, parce que c'est quand même très européen comme, enfin, je trouve, comme, déjà, moi, il y a un truc qui me choque un peu dans Le Bon, la Brute et le Truand, c'est que tous les figurants, c'est des Italiens ou des Espagnols, et Oui. ça se voit trop, ça se voit trop. Il y a c'est enfin, voilà, mais bon, ça, c'est Non, des mais c'est des je crois que c'est surtout un choix de Sergio Leone qui voulait vraiment mettre en valeur, des gens de son pays. ah ouais? Mmh. Bah, il a pas mal aussi, tapé sur l'industrie américaine qui faisait passer que des Américains à l'antenne, donc ça m'étonnerait pas. D'accord, OK. Bah, écoute, ça, je le savais pas. Il y a encore, quelque chose que tu veux dire dans la Mmh. présentation, ou Je je pense me lance sur Grand Touring? ça peut être aussi pas mal de souligner les musiques qu'il y avait, dans Le Bon, la Brute et le Truand, vu que c'est des musiques qui ont été produites par, Ennio Morricone, je crois il s'appelle? Oui, Ennio Ennio Morricone. Morricone qui, avait l'habitude de beaucoup travailler avec Sergio Leone et qui est connu pour faire, parmi les meilleures musiques, d'ambiance de cinéma, heu, Ouais. du monde, en fait. Ouais, oui, c'est clair. Après, je trouve que dans Le Bon, la Brute et le Truand, la musique est moins marquante que dans, Il était une fois dans l'Ouest. Parce qu'il était une fois dans l'Ouest, je sais pas si tu l'as vu, mais avec Oui, je l'homme l'ai à vu. l'harmonica, tu il y a Bah, vraiment le truc. j'ai quand même été beaucoup marqué par, la musique, dans le cimetière à la fin. Ah oui, ouais, quand tu as tout le truc, le kaléidoscope, qu'il fait tout le tournage, en fait, parce qu'on découvre que le coffre à trésors est caché dans un cimetière, et en fait, le type court dans le cimetière, et c'est le cimetière de Sad Hill, et il y a en fait, je sais pas comment ça se dit en cinéma, la caméra qui tourne autour avec la musique.
pour montrer comment il est complètement dingue, le mec. Et c'est ouais, c'est vrai. De Mmh. toute façon, il y a énormément de super moments de cinéma, mais on va en reparler. Oui, vraiment. Non, mais je Alors, pense que c'est bon sur le western spaghetti et sur, Le Bon, la Brute et le Truand. OK. Bah, écoute, donc alors Grand Torino, c'est donc un film, plus, de notre époque, 2008, même si en fait ça commence à remonter là, près de 20 ans. Donc c'est un Clint Eastwood, qui a vieilli et qui, est devenu réalisateur. Et alors, en fait, globalement, il joue un homme qui vient de perdre sa femme, qui est assez âgé, qui s'entend assez mal avec sa famille, qui trouve être globalement des mecs décadents. La première scène commence, dans l'église, à l'enterrement de sa femme, et il voit tous ses petits-enfants qui essayent de faire les signes de croix, et manifestement, il désapprouve, quoi, parce qu'il trouve qu'ils les font mal. Et en fait, bon, il vit dans un quartier résidentiel, dans une maison assez, pauvre, avec beaucoup d'immigrés. En fait, globalement, il est le dernier blanc du quartier, et il va se lier d'amitié avec, un jeune homme, d'origine Hmong, c'est-à-dire, du Cambodge, si je ne m'abuse. Et de là, bah, il va essayer de le commencer à le sortir, de la pauvreté, et puis surtout, donner un sens à sa vie. Parce qu'il le rencontre lorsque ce jeune homme, pour rentrer dans un gang, de Hmong, essaye de voler, le bien qu'il a le plus précieux au monde, c'est-à-dire sa grande Torino, qui est une voiture vintage de 1972, si je me rappelle bien. Et donc, voilà, il y a une amitié qui se crée entre les 2 personnes, et il va essayer, bah, tout simplement de le sortir de ce quartier. On voit donc un personnage qui commence en étant très antipathique, très raciste, et cetera, qui s'humanise progressivement, et notamment on voit qu'il a énormément de traumatismes, parce que c'est un vétéran de la guerre de Corée. Voilà, voilà, je me rends compte que le résumé est beaucoup moins clair que le tien. Je suis Il y a moins de désolé. trucs à dire que sur le western spaghetti aussi, c'est pour ça. Ouais, mais alors, toi, tu l'as vu, Grand Torino? Parce que moi, je l'ai vu au cinéma. Le Bon, la Brute et le Truand, on n'était pas nés tous les deux, mais Mmh. ça, et toi, un peu, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film quand tu l'as vu la première fois? Moi, je l'ai vu très tard, je l'ai vu que l'année dernière. Donc, Mmh. moi, j'avais beaucoup aimé, surtout l'évolution du personnage, joué par Clint Eastwood, du coup. Et j'ai trouvé que ça mettait vraiment bien en valeur, la mentalité que peut avoir un vétéran américain, lors de la enfin, un vétéran américain, qui a fait la guerre de Corée. Alors que dans beaucoup de films, je trouve que la question du vétéran est assez, mal transmise, ce qui n'est pas le cas ici. Enfin, c'est ce que j'ai trouvé. Par exemple, en fait, quand je l'ai revu récemment, je me suis dit qu'il y avait un petit côté, Taxi Driver. Parce que Taxi Driver, alors ça, Mmh. là, c'est un vétéran du Vietnam. Heu, en quoi tu trouves justement que l'image du vétéran est bien représentée Bah, par en fait, on n'a pas un vétéran représenté comme, un fou, une machine à tuer. On a vraiment un vétéran représenté comme, un être humain qui a des séquelles évidentes, de ce qu'il a vécu, mais qui est quelqu'un de normal au fond de lui, même si ça a laissé des traces, sur cette personne. C'est vraiment pas une machine à tuer, c'est un être humain avant tout. oui. Oui, oui, c'est vrai que par rapport à Rambo, à Taxi Driver, il y a ce côté, ben, on voit que c'est quelqu'un qui a, comment dire, déjà qui a eu une famille. En fait, on le voit Oui. qui a vieilli. Parce que souvent, le syndrome post-traumatique des vétérans, on le montre avec des gens qui viennent juste de sortir de la guerre. Là, ça fait quand même 50 ans qu'elle est finie, la guerre de Corée, quand, en 2008. Et ouais, ouais, et moi, ce que je trouve aussi, alors j'avoue que j'avais pas vu La Bon, la Brute et le Truand avant, mais je trouve que le jeu de Clint Eastwood est ultra référentiel, quoi. Déjà, alors il passe son temps à fumer non pas des cigares comme dans La Brute et le Truand, mais il fume des cigarettes. Oui.
il a toujours le côté, un regard très, très en fait, être très, très passible, mais dans Le Bon, la Brute et le Truand, on voit qu'il reste toujours calme, il est toujours en contrôle. Tandis que on sent qu'il est sur le point d'exploser, en fait, tout le temps dans Gran Torino, quand, par exemple, on commence à marcher sur sa pelouse, il a vraiment un regard, assez fou, quoi, assez perdu. Oui, je trouve aussi et en fait, ce qui est bien, c'est que ça montre vraiment 2 aspects, dans le film et on voit que dans le premier dans Le Bon, la Brute et le Truand, ça montre pas, quelqu'un qui a c'est pas fait pour montrer quelqu'un qui a vécu la guerre, vu que je pense pas que ce soit le cas. Alors que dans Gran Torino, c'est vraiment, quelqu'un qui a vécu la guerre et je pense que, bah, toutes ces pulsions, d'énervement, c'est, une des séquelles, bah, de la guerre qu'a eu, le personnage. Alors, moi, c'est vrai que là-dessus, il y a quelque chose, parce que dans Le Bon, la Brute et le Truand, je trouve que Blondie est le personnage le plus neutre, en fait, par rapport, à Tuco, c'est ça? Tuco, en fait, est beaucoup plus à l'écran. Il parle beaucoup plus, il est beaucoup plus volubile. Là où il y a une forme de contrôle, de self-control, c'est très dur de savoir. En fait, Blondie, il craque jamais l'armure pour montrer ses sentiments, sauf, quand il voit, au moment de la guerre. Au moment de la guerre, il commence à avoir un peu des gestes de pitié. Tandis que, comment dire? Dans Gran Torino, il est beaucoup moins en contrôle, quoi. On sent que, et oui, c'est ça que je retrouve le fil de ma pensée. Il y a aussi les ans qui ont suivi la guerre. On Il y a toujours une ambiguïté dans le personnage dans Gran Torino. Est-ce que c'est plutôt quelque chose de glorieux pour lui, de passer en Corée? Et si c'est pas, en fait, tout le reste de la vie où progressivement il a vu sa famille s'éloigner de ses valeurs et cetera, qui l'a rendu aussi hargneux et aussi vindicatif? Je pense que c'est surtout que le personnage a eu des valeurs très différentes de sa famille à cause de cette expérience de la guerre Mmh mh. et que c'est ça qui a fait qu'il s'est éloigné de sa famille. C'est vraiment la guerre qui lui a fait prendre un tournant, donc c'est pas la guerre directement qui fait son état actuel, c'est en partie aussi la famille, mais s'il s'est éloigné de cette famille, c'est à cause de la guerre. Mmh. Ouais. Là-dessus, c'est difficile à savoir parce qu'en fait, on sait très peu de ce qui s'est passé sur ces 50 dernières années. Alors, ce que je propose maintenant, c'est qu'on aborde un petit peu la question justement de la virilité, qui est un peu présente, dans ces 2 films. On a déjà commencé à le voir. Alors, bon, Clint Eastwood, c'est quand même un modèle, de la virilité classique au cinéma. Comment tu vois qu'elle est, en fait, selon toi, comment elle est mise en scène dans les 2 films et en quoi elle change? Pour moi, déjà, dans Le Bon, la Brute et le Truand, c'est une virilité assez calme, en fait. C'est un personnage qui est sûr de lui et qui sait où il va, il sait ce qu'il fait. Hem Et donc c'est vraiment cet air certain qui fait une virilité. Alors que dans Gran Torino, c'est un personnage beaucoup plus incertain, beaucoup plus hésitant, qui est un peu perdu entre 2 dilemmes, mais qui malgré ça garde une prestance assez unique et qui, malgré ça, ne se laisse jamais vraiment écrouler et c'est, du coup 2 formes de charisme très différentes, mais dans les 2 cas, on retrouve une prestance forte du personnage qui fait, cet aspect unique et qui le fait sortir des autres personnages de l'univers. Mmh. En fait, dans Gran Torino, tu sens quand même, bon, l'époque a aussi évolué, quoi, et donc, on peut plus montrer la virilité d'une manière, elle est un peu premier degré, la virilité, dans Le Bon, la Brute et le Truand. Tandis que dans Gran Torino, il y a quand même toujours un jeu,
sur la virilité. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'il est très, très parfois enfin, il parle très peu. Il a souvent, beaucoup de gros mots aussi et je ne sais pas si tu te rappelles les scènes où quand il prend le jeune garçon sous son aile, il l'amène en fait chez son pote italien, le Oui. coiffeur et il lui apprend à insulter le pote italien pour, parce que c'est ça, être viril, c'est l'idée d'insulter. Il y a un côté c'est avant tous les discours sur la virilité toxique. Mais je me Oui, demande oui. si dans cette scène déjà c'est pas un peu du second degré quoi, par rapport à, de montrer les hommes comme s'insultant, il y a le côté bromance, et brutalement, il est super à l'aise en fait, quand il est avec ses potes à s'insulter. C'est assez rigolo ça, je trouve, comme scène dans Bah, Anton. c'est surtout que c'est 2 époques différentes où les mentalités ont évolué et donc c'est sûr, on peut pas montrer la virilité de la même manière, donc il y a peut-être un côté comique dans Gran Torino, mais on retrouve quand même la même idée de froid dans le personnage, dans les 2 cas. Mmh. Ouais et puis il y a en fait, il y a un message qui est peut-être aussi un petit peu différent sur la question de la maîtrise, justement de la virilité. C'est que dans Le Bon, la beauté et le truand, tu maîtrises ta virilité quand tu sors ton Colt et que tu jongles avec et que tu tires immédiatement, quoi. Tandis qu'en fait, dans Gran Torino, je crois qu'il ne tire jamais au final et Non, je crois pas. même dans la scène finale, où tout le monde s'attend à ce que ça se termine par un carnage un peu à la Taxi Driver. Là où, quand il va voir le gang, on s'attend à ce qu'il les bute tous. Mais en fait, il les bat sans tirer Sans et même avoir de pistolet, en fait. Il avait rien sur lui. oui, oui, sans avoir de pistolet, mais en ayant quand même, le briquet qu'il avait gardé de la guerre de Corée. Donc, Oui. il y a ici tout un jeu, en fait, d'une personne qui finalement renonce à la violence. C'est et donc un peu une forme de critique peut-être de la vérité traditionnelle. Je sais pas comment tu le vois? Mmh. Non, moi, ce que je voyais surtout au niveau de la question de la virilité, c'est, bah, du coup, pour reprendre l'exemple, du briquet, c'est, que même si, il ne montre pas de violence en soi, il y a toujours des références à cette violence, que ça soit dans le regard ou même dans les rappels comme le briquet qui rappelle la guerre de Corée. Donc même si elle n'est pas montrée, il y a une forme de violence, qui est corrélée à la virilité. Mmh. Et puis il y a aussi, toutes les insultes racistes. Oui, oui, Parce qu'il dit quand même des choses quand il dit à un gamin, ronron que des gens comme lui, ils s'en servaient pour faire les sacs de sable ou des choses comme ça. On voit que c'est un personnage qui est pas du tout clair en fait, avec son idée parce qu'il, d'ailleurs quand il va faire sa confession à la fin du film, il ne parle à aucun moment des actes qu'il a commis en Corée. Pour lui, c'est pas des péchés. Mais par contre, après, quand il se met à éclater, il dit que c'est quelque chose qui lui ronge l'âme. Donc, on voit aussi en fait une personne qui est torturée entre, des choses qu'il a faites parce que c'était son devoir, que la société lui a dit de faire et qui pourtant donc qui peut pas voir comme mal parce que c'est quelqu'un qui respecte la société, mais qui d'un autre côté ont fait mal à son âme. Tandis que dans Le Bon, la brute et le truand, de toute façon, c'est des desperados, les mecs. Donc la société, ils en ont un peu rien à foutre. oui, oui. C'est c'est surtout, qu'il doit évoluer, avec la contrainte, chose qu'il n'y a pas dans Le Bon, la Brute et le Truand. Ouais, 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 bah oui, c'est l'avantage d'être dans le Far West et dans le désert, tu fais ce que tu veux. Bah, c'est Alors, l'essence même du western, c'est faire ce qu'on veut. mmh, ouais. Alors, bah, justement, faire ce qu'on veut, on peut passer à une autre, question qu'on voit dans les 2 films, c'est que les États-Unis, c'est un pays matérialiste. Où quand même les choses, ont été
enfin, l'argent, les biens matériels sont ultra importants. Alors, comment on le voit dans les 2 films? Pour Le Bon, la Brute et le Truand, c'est le côté matérialiste est représenté par les 200 000 $ en or. Du coup, vraiment cette guerre pour les 200 000 $ en or qui a fait s'entretuer, certains personnages, et qui a probablement aussi causé la mort de la personne ayant écrite, du coup le bout de papier, parlant de cette caisse de dollars. Je me rappelle plus vraiment comment il s'appelle, heu, Bon. bon c'est pas grave. Mais voilà, alors que dans Gran Torino, il y a aussi ce côté matérialiste avec, la voiture. Du coup, la Gran Torino qui va créer, une guerre du coup entre, bah, enfin une forme de guerre entre le personnage, principal et le gang, qui a voulu s'emparer de cette voiture en enrôlant le petit. Mmh. Mais il y a un côté, je trouve, la Grande Torino, c'est il y a un côté quand même assez rigolo quand il passe son temps à la briquer, dans toute, enfin, on voit toute la maison qui est décatie, tout le quartier qui est pourri. Il est là à nettoyer sa Grande Torino, ça on sent que c'était le rêve de sa vie et un rêve, en fait, qu'il utilise même pas parce qu'on le voit jamais la conduire, par exemple. Non, jamais, en fait, j'ai l'impression même que c'est un objet de provoque, qu'il a vu qu'il s'est amusé, si je puis dire, à la sortir, le lendemain du jour où ils ont tenté de lui voler, comme, comme un peu, vraiment un objet, pour provoquer les autres et montrer, ce qu'il est et qu'il a pas peur, en fait. Mmh. Il y a vraiment cette question pour montrer qu'il est américain et que l'américanité, ça passe par un rapport aux objets. Un truc qui est très frappant, c'est quand il montre, ben, tout son, comment dire? Son garage avec tous ses outils au garçon et le garçon, il dit: «Comment est-ce que vous avez pu avoir tout ça?» Il dit: «Bah, tout simplement, j'ai tout payé à force de travailler». Et quand il pour lui, c'est assez rigolo d'ailleurs. Comment faire rentrer le garçon dans le rêve américain? Bah, c'est en lui donnant les premiers outils. En allant au magasin, acheter les outils et à partir de là, mettre en place une spirale d'accumulation qui va l'amener à entrer dans la société. Mais c'est là où je trouve qu'il y a un côté assez tragique dans le personnage de Grande Torino parce que on se dit que c'est aussi ce qu'il a voulu faire avec ses gosses et ça a amené, quand on voit les gosses, bah, ils sont bien plus à l'aise financièrement que lui. Alors, en plus, ils vendent des voitures japonaises, alors que le père travaillait chez Ford, donc pour ça, il les déteste. Mais il y avait on voit que ça a en fait, éloigné ses gosses de lui et il fait toujours le même schéma. Pareil avec le garçon, il lui dit: «Bah, tu vas travailler, tu vas accumuler, tu vas avoir la grande Torino, parce que tu es en fait mon vrai héritier, parce que tu es toujours dans le rêve américain et tu vas faire des études de commercial». Donc il y a vraiment une difficulté à imaginer, je sais pas, des trucs plus créatifs, plus artistiques, plus humanistes. C'est vraiment, il reste dans le moule de la société, quoi, même, même dans sa dernière amitié. Oui, enfin, c'est surtout, ouais, bah, comme tu l'as dit, c'est surtout la question de l'accumulation et du fait de toujours avoir, plus qui est représenté, toujours, enfin, avoir quelque chose pour le multiplier. Mmh. Ou alors, dans le cas de la beau le bon, la brute et le truand, c'est tu veux pas diviser Oui, parce que surtout. toutes les amitiés se terminent quand il faut diviser la somme de dollars. C'est assez impressionnant, quoi. Ouais, bah, ça c'est C'est les tout États-Unis. c'est tout ou rien, à la limite plus, mais jamais moins. Ouais, jamais moins et puis au final, le moins, c'est la vie, en fait. Ouais, C'est c'est les vrai. vies
c'est des vies qui se perdent. Mais bon, mais j'ai envie de dire que dans le western, les vies se perdent, mais c'est plus rapide. Tandis que là, dans Gran Torino, on se dit: «Il a mis 50 ans à perdre sa vie, à ne rien vivre, à rester dans ses trucs», donc le western, au moins, c'est comme la guillotine, c'est plus rapide, quoi. Et on sait même pas lequel des 2 est le pire en réalité, j'ai l'impression. Pour On il y a aucun des 2 qui est vraiment montré comme, plus ou moins marquant. qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, ce que je veux dire, c'est que, j'ai l'impression que dans Le Bon, la Brute et le Truand, les morts sont bien plus, banalisées que dans Gran Torino, même si elles sont plus rapides. Donc il y a vraiment une question de non-valeur, de non-valeur de la vie, alors que dans Gran Torino, il y a la vie, mais la vie n'a déjà aucune valeur. Donc on sait pas vraiment lequel est le pire entre mourir vite sans être, vraiment montré ou alors, ou alors, mourir, en étant montré sans vraiment vivre en étant montré. Oui, ça c'est vrai que déjà dans La Bourre, la Brute et le Truand, il y a pas vraiment de cadre. Tandis que dans Gran Torino, la question qu'on peut se poser, c'est si c'est pas l'Amérique qui est morte, en fait. Faut se rappeler que c'est 2008, c'est-à-dire au moment de la crise des subprimes. Alors le film avait dû être tourné avant, mais c'est quand même un moment où l'Amérique va pas bien, où, heu, par exemple, je me dis que le personnage maintenant joué par Clint Eastwood serait trumpiste, dans l'Amérique contemporaine. Et là, justement, il n'y avait pas encore tout ce ressentiment qui s'était cristallisé autour, d'un personnage, mais on voit que toute la société américaine, en réalité, est en train de tourner la page. La société du XXe siècle est morte. Il y a quand, par exemple, quand il va chez le médecin, son médecin n'est plus là. Il a été remplacé par une médecin originaire des minorités. Quand il va à l'église, c'est plus le prêtre habituel, c'est un jeune, et cetera. Donc il y a un truc, moi, je trouve, qui est plus déprimant dans Gran Torino, c'est qu'on voit comment, en fait, les générations changent et que les anciennes générations, sont déjà mortes, bien avant d'être dans la tombe, quoi. Il y Oui, a un peu il y a un côté très inactif, en fait. ouais, mais c'est le problème de la vieillesse. Alors maintenant, il y a une autre chose qui relie un peu les 2 films, c'est la question de la critique des institutions. Parce que, dans les 2 cas, on voit que les institutions qui devraient donner un sens, fonctionnent pas vraiment. Alors, d'abord dans Le Bon, la Brute et le Truand, la première institution, clairement, c'est la guerre. Il y a quand même Oui. un message très anti-guerre, j'ai trouvé. Bah, c'est un message très, oui, c'est un message très anti-guerre, parce qu'on montre vraiment la cruauté des combats et les morts sont vraiment montrés comme inutiles et insignifiants, aux yeux, par exemple, des personnages en général. Il y en a vraiment aucun qui s'est, arrêté pendant longtemps sur la situation. Mmh. Et puis surtout, les soldats sont présentés comme des grosses brutes. Il Oui, y a comme des grosses brutes, par exemple, dans le camp de prisonniers où ils sont enfermés un moment, donc un camp pour les prisonniers sudistes. Il y a le commandant qui dit, moi je vais qui est malade et qui dit: «Mais moi je vais faire attention à ce que les prisonniers soient bien traités». Mais on voit que tous ces sous-officiers n'en ont rien à foutre de ce qu'il dit parce qu'il est malade, il est cloué au lit et il vole, il frappe, il torture. Il y a une scène que je trouve qui est vraiment, qui est superbe, alors musicalement, c'est quand il force les sudistes à jouer de la musique. oui, ça, pour camoufler les cris, c'est ça? Oui, pour camoufler les cris de la personne qui torture. Et ça, je trouve que c'est tellement, enfin, pour moi, c'est la scène la plus puissante du film, en fait, dans La Beauté et le Truand. J'irai pas jusque là, mais c'est sûr que ça a été une scène très marquante. Mmh mh.
et puis au final, donc il y a la bataille pour prendre un pont et ils arrivent devant un capitaine qui est alcoolique, qui est complètement, on a l'impression moi j'ai trouvé qu'il était sorti des Sentiers de la gloire en fait, le Ouais. capitaine alcoolique. Tu Mais il c'est était aussi dépressif, en fait, il se demandait à quoi ça servait de faire tout ça pour avoir simplement un pont. C'est il a vraiment montré la stupidité de l'action et de la guerre. Au point qu'il demande en fait, il dit: «Moi ce que j'aimerais c'est que le pont explose, parce que comme ça on arrêterait de se battre». Et donc il est blessé au combat et les 2 donc le bon et le truand vont faire sauter le pont, voilà et en fait, il meurt heureux quand il voit que le pont a sauté. Le Ce qu'il voulait capitaine, voir, c'est le pont détruit, en fait. il voulait voir que l'objectif qu'on lui a posé sur une carte, voilà et oui, mais le drame en fait, alors je sais pas comment tu interprètes la scène à la fin, mais les 2 armées continuent à s'entretuer en fait, même une fois le pont détruit. C'est sûr que les 2 armées continuent à s'entretuer, mais je trouve que ça a été fait pour montrer que même si c'était un objectif débile, le pont, la guerre l'est encore plus que de se battre pour un simple pont, vu que même quand il y a plus l'objectif, ils continuent à se battre pour le plaisir de se battre. Ouais et puis en plus, faut jamais oublier, c'est une guerre civile. Donc, ils sont en fait, les soldats, bon, déjà, ils ont tous des têtes d'Italiens, d'Espagnols, mais on peut pas les distinguer. Il y a notamment quand, à un moment, ils voient une cavalerie arriver, ils sont persuadés que ce sont des sudistes. Il y a là, Tuco qui se met à crier: «Vive le Sud, vive le Sud, vive le Sud!» et en fait, quand ils se rapprochent, ils voient que ce sont des nordistes, donc en tunique bleue, mais que comme ils étaient dans la poussière du désert, ils avaient l'impression que leur tunique était grise. Et donc, je trouve que cette scène qui dure vraiment mais 2 secondes et ça, c'est un peu le génie de Sergio Leone, c'est qu'il arrive à faire des scènes qui durent 2 secondes et qui disent tellement plus de choses que dans des films De 2 enfin, heures. ouais, de 2 heures. Et et là-dessus, j'ai trouvé je sais pas si tu as vu Il était une fois en Amérique? Peut-être, mais ça me dit rien. Bah, c'est l'histoire de 2 de gangsters, en fait, à New York, de gangsters de la communauté juive qui commencent très petits, en fait, enfants et après on les voit passer à l'âge adulte et sombrer dans le crime et c'est très rigolo parce que le film a plein de mouvements très, très longs, en fait, qui servent à rien. Là où je trouve que mais qui justement créent aussi une manière de raconter l'histoire. Je trouve que Le Bon, la Brute et le Truand, il y a beaucoup d'images beaucoup plus ramassées, très, très courtes, qui donnent du sens. Enfin voilà, c'était Mmh. je sais pas, c'est une réflexion que je me suis faite et Bah, alors ça a pas dans vraiment d'intérêt dans la trame principale, pour pas mal de scènes, mais ça accompagne le message qu'il veut faire passer dans tout le film. mmh et qui est quoi selon toi le message? Pour moi, le message, c'est l'absurdité, bah, en partie de la guerre, mais aussi de pas mal de valeurs de la société américaine comme, bah, le matérialisme, l'indépendance, des choses comme ça. Mmh. C'est clair que, par exemple, le héros solitaire en prend un coup parce que les 2, en fait, ont une information pour trouver le trésor et plutôt que, bah, de coopérer entre eux, ils vont passer leur temps à se tirer dans les pattes, quoi et c'est vrai que c'est assez rigolo. Il y a un côté Don Quichotte, et Cervantes, mais avec l'un qui veut mettre des pots de banane à l'autre, quoi. C'est Ah, et même ouais, sans vas-y. parler de ça, il y a une question, de solitude, surtout aussi vis-à-vis de la famille, avec la famille de Tuco et son grand frère. Mmh. Ouais, alors, son grand frère qui est rentré dans les ordres et à un moment, il le visite, dans le monastère et alors ouais, qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, ce que je veux dire, c'est qu'on voit que, même si, je crois c'est la mère qui est morte ou le père? En Les tout 2 cas, sont morts. les 2 sont morts. Les 2 parents même si les 2 parents sont morts, Tuco va pas plus,
s'attarder dessus, même s'il s'attarde un petit peu dessus, ça va passer ça va lui passer assez vite, cette idée-là que les 2 parents sont morts, que son frère le déteste et cetera et ça va vraiment, il va vraiment continuer à être seul dans son coin, malgré tout ça et je trouve que ça montre vraiment une indépendance, une forte indépendance, du personnage. Alors là-dessus, c'est un peu ambigu parce qu'à un moment, il dit à son frère que son frère est parti dans les ordres et que lui a dû s'occuper des parents et que donc c'est pour ça qu'il avait en fait, il disait: «D'où on vient, il y a 2 possibilités, soit devenir prêtre, soit devenir, bandit», en gros. Et moi, j'ai du mal à cerner dans le personnage de Tuco si ce qu'il dit, en fait, c'est vrai ou si c'est pas une excuse qu'il se donne et qu'il n'avait pas le vice dans la peau. Je trouve que le personnage de Tuco est assez fascinant dans Le Bon, la brute et le truand parce que tu sais jamais, quelle est dans quelle mesure c'est un hypocrite ou Oui. pas. Par exemple, quand il prie Dieu pour que Blondie, soit guérie parce que sinon il mettra jamais la main sur les 200 000 $. Il y a un côté, on sent que c'est un roublard, quoi. C'est quelqu'un qu'on a du mal à situer, en fait, en termes, émotionnels. Bah, en fait, j'ai l'impression que Sergio Leone a beaucoup aimé, lui donner des actions à plusieurs niveaux d'interprétation. Où on se dit: «Est-ce qu'il fait ça pour, telle chose ou pour telle chose?» Bah, par exemple, quand il prie, est-ce qu'il fait ça pour Blondin ou pour les 200 000 $? Quand, C'est un peu quand la même chose. Oui. ou alors quand, quand il est dans le crime, est-ce qu'il fait ça pour lui vivre ou simplement parce qu'il est hyper matérialiste et qu'il veut, toujours plus, dans cette idée, bah, du coup un peu de rêve américain qu'on a dans Gran Torino de toujours avoir plus et plus? Mmh. Oui, 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 c'est clair. Je trouve alors ça, c'est peut-être un peu la faiblesse de Gran Torino, je trouve que ça manque de personnages malins, Mmh. de Oui, c'est personnages vrai. roublards. Les personnages sont un petit peu, des Un peu simplé. stéréotypes, en fait, oui, un peu. Ils sont gravés dans le roc et Bah, la force de Le Bon, la Brute et le Truand, c'est que, comme je l'ai dit, chaque personnage a plusieurs niveaux d'interprétation. Comme, Tuco qui a plusieurs niveaux d'interprétation pour ses actions. Blondin, pareil, on sait à la fois, on sait plus ce qu'il veut enfin, pourquoi est-ce qu'il agit, mais tout au long du film, on sait jamais vraiment pourquoi est-ce qu'il agit. Alors que dans Gran Torino, on sait toujours pourquoi les personnages agissent, ce qu'ils vont faire et cetera. C'est vraiment des personnages à lecture unique, contrairement au Le Bon, la Brute et le Truand. mais là, il y a une question aussi, pourquoi il s'appelle Le Bon Blondie? Parce qu'honnêtement, moi, je trouve Ah, que il est c'est pas le si bon pire. que ça, hein, ça je l'ai dit dès le début. Mais on va Ouais. dire que par rapport aux autres, c'est la moins grande pourriture. Ah, moi, je trouve que Tuco est plus humain. Ah bon? Mmh, je sais Alors, il y pas. a le moment je sais pas, après j'aime peut-être les personnages roublés, mais parce que je trouve que enfin, je sais pas, c'est quand même lui qui décide d'abandonner Tuco au début, qu'il trahit Oui, c'est lui qui en le décide laissant dans d'abandonner le Tuco. désert. Mais pour moi, il y a aussi, par exemple, la scène, avec, un moment où il passe dans une ville, et je crois que c'est une serveuse de bar avec qui il a des gestes beaucoup plus humains, chose qui a j'ai pas jamais vraiment été montrée avec, Tuco, ou du moins qui a été montrée à plusieurs niveaux d'interprétation possibles. On se demande toujours si c'est pas pour son intérêt personnel qu'il fait ça. Alors que Blondin a eu certaines scènes de bonté pure. Oui, avec, le soldat mourant, quand il lui donne son Oui, la cigare et cetera. cigarette, ou alors la serveuse du bar ou même, du coup, à la fin, quand il laisse une partie du butin alors qu'il pouvait tout prendre. Ouais. Ouais, ouais, c'est clair que la brute, lui, c'est la brute, lui, est quand même très mais c'est pareil, la brute a un code de l'honneur. Que par exemple, il tue toujours une personne quand on l'a payé pour tuer la personne. Ouais. Ce qui lui amène au début du film et c'est là où je Tuer trouve 2 qu'il y a personnes. oui, je trouve qu'il y a un côté, bon, La Brute et le Truand, un côté presque carnavalesque un peu et c'est là où on voit quand même que c'est un film fait par un Européen.
C'est qu'en fait, donc la brute, va tuer une personne qui lui propose une somme d'argent pour tuer le commanditaire. Et donc quand il retourne voir le commanditaire, il tue aussi le commanditaire, par respect pour la somme d'argent que lui a donnée la première victime. Voilà. Alors bon, ça c'est les institutions familiales donc qui sont quand même, et militaires qui sont écornées. Dans Gran Torino, j'ai l'impression qu'on s'attaque quand même beaucoup plus à l'os, parce que là, c'est pas une situation exceptionnelle comme la guerre qui est brocardée, c'est carrément, les valeurs, intimes de l'Amérique et notamment, la religion. Et notamment la religion catholique avec le prêtre qui en fait sert un petit peu de fil conducteur à tout le film. Donc, ce prêtre, c'est un jeune prêtre. Alors, on voit qu'il est la caricature de l'Irlandais parce qu'il a les cheveux tout roux. Et comme dit le personnage de Clint Eastwood, qui lui joue un Polonais, Kowalski, enfin un Américain d'origine polonaise, et qui dit de toute façon, il va pas y avoir comment il dit, un vierge de 27 ans suréduqué qui va m'apprendre ce qu'est la vie et la mort, quoi. Mmh. Et c'est vrai que le prêtre est quand même toujours assez ridicule, assez grotesque, avec les joues bien rebondies, toujours très suave, toujours très Un mielleux. peu enfant, un peu rien à faire, là. Ouais, ouais, il y a vraiment le côté, on a moi, quand je le vois, j'ai envie de lui foutre 2 baffes, quoi, direct. Et alors en plus, alors en fait, il veut obtenir une confession de Kowalski parce que, sa femme, qui était une grenouille de bénitier, eh bien, avant de mourir, lui dit: «Promettez-moi de sauver l'âme de mon mari». En fait, le mari, il en a pas grand-chose à foutre de ce qu'on sauve son âme, au début. Et ce qui est assez rigolo, c'est que, finalement, quand il va faire la confession, à la fin du film, le prêtre, il en a rien à foutre. La scène Ouais. du confessionnal est assez fascinante parce que alors Kowalski essaie de trouver des péchés, on voit qu'en fait, il en a pas vraiment fait. Il a embrassé une personne en 1962. Il a pas enfin, c'est pas des péchés très clairs, mais à ce moment-là, en fait, le prêtre en a rien à foutre de la confession parce que le prêtre a un rôle quand même assez très trouble vis-à-vis de la violence et des gangs. Globalement, il est un petit peu là pour calmer le jeu. Enfin, on ne sait pas trop en gros son projet, c'est un peu d'évangéliser les gangs qui, à mon avis, doivent en avoir rien à foutre et mmh et il essaye de les protéger et il a peur que Kowalski, justement, prenne la justice en main. Il y a une forme de complicité, en fait, du prêtre que j'ai trouvé assez intéressante pour le coup. Un petit Mmh. peu l'Église débordant de bons sentiments et qui vraiment, et qui explique peut-être aussi pourquoi Kowalski, qui est quelqu'un avec des valeurs très traditionnelles et assez dures, en fait, il n'a pas sa place dans cette Église. Il n'a plus sa place. Ouais, ça montre une vraie évolution de l'Église, même, enfin que n'a pas connu, Kowalski, et encore une fois, bah, ça montre l'évolution de la société, américaine et la fin des vieilles institutions. Mmh. Et la scène qui est ça nous amène au dernier point, en fait, la question du sacrifice. Parce que donc, quand Kowalski voit que le gang ne lâchera pas son protégé, il décide de prendre les choses en main et d'aller les provoquer. Et là, tout le monde s'attend évidemment à que ça se termine comme Taxi Driver, quoi, par un massacre généralisé. Et en fait, il les provoque jusqu'à ce que, il lui tire dessus Jusqu'à ce et qu'il là, commette un meurtre. il ouais, et c'est assez frappant quand il tombe parce qu'il a les bras en croix et on voit le sang qui coule, dans ses mains. Il y a vraiment une allégorie christique, en fait. Mmh. Un petit peu comme si, il faisait le sacrifice du Christ parce que l'Église catholique était plus capable, en fait, de fournir de l'espoir et de structurer la société. Je sais pas comment tu l'as interprété cette scène à la fin?
Bah, pour moi, ça a pas été vraiment un défi vis-à-vis de l'Église. Pour moi, ça a été plus une réponse par rapport à ce qui était attendu par l'Église. Un peu comme, bah, sa vu que sa femme était très proche de l'Église, pour moi, ça a été un rapprochement vers l'idée de sa femme, qui est l'Église, en réaction à ce que faisait le prêtre, il a décidé, de pacifier, toujours à sa manière en effet, mais pas vraiment, dans une idée très différente de celle qu'avait le prêtre. Même si, il s'est sacrifié, il n'a pas, tué tout le monde, il a simplement donné à la police de quoi les rendre, inoffensifs. Oui, de quoi les arrêter. C'est oui, c'est un peu il y a quand même une question de rédemption, quoi. Oui, De tourner la page de la violence, c'est un peu presque pour se tordre faire l'autre pardonner. bout. Pardon? Un peu une histoire de se faire pardonner ou bah, de purifier son âme. Oui, ouais. Et dans La Bonne, le Brute et le Truand, est-ce que tu as l'impression aussi qu'il y a parfois cette notion de sacrifice? Dans Le Bon, la Brute et le Truand, bah, pour moi, il y a pas la volonté du sacrifice, mais des mais enfin, des personnages ont été, contraints, à être sacrifiés pour, arriver à l'objectif, comme le personnage du truand, qui a été, bah, assassiné, au au moment, décisif, dans le cimetière, où là, c'est pas un sacrifice, volontaire, mais il a été sacrifié, pour l'objectif. Mmh. On fait pas d'omelette sans casser les œufs, en gros. C'est C'est ça un petit l'idée. peu ça. Et puis il Et y a bah, c'est le aussi cette idée-là, en fait, dans Gran Torino. C'est on pouvait pas vraiment pacifier, on pouvait pas vraiment pacifier le gang sans qu'il y ait, un élément grave comme celui-ci. mmh oui. Moi, ce que je trouve qui est assez étonnant dans Le Bon, la Brute et le Truand, bah, c'est justement que la brute est en fait assez peu présente dans le film. Je Elle est pas hyper présente en temps, d'écran, mais dans les pensées et dans les réactions, elle est un peu toujours présente, en fait. Tout tourne un peu autour, du personnage de truand où il faut tout en permanence, s'adapter ou même quand il est pas là, on sent un peu une présence dans les actions des personnages. Mmh moi, maintenant que j'y pense, ça me fait un peu penser au tueur dans No Country for Old Men. Un peu oui, 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 il y a C'est cette idée-là. et d'ailleurs, quand on regarde dans la scène d'exposition, tu vois que c'est celui qui a la scène d'exposition la plus longue. Quand il va assassiner la personne, qui tue également son fils, qui va tuer le commanditaire, Mmh. c'est le perso tandis que le truand, en fait, apparaît très, très peu dans sa scène d'exposition. D'ailleurs, j'avais même pas vu que c'était lui au début et donc il y a vraiment, de mettre la couleur du film autour de ce type qui est voilà, qui est mis dès le début. Voilà, beh, écoute, donc je pense qu'arrive l'heure, fatidique. Quel est le film qu'on préfère? Ah, c'est compliqué. Je te laisse commencer. Je te laisse commencer dans ce Oh cas-là. non! Bah, pour moi, les 2 films sont excellents, en soi, mais j'ai quand même une petite préférence pour Le Bon, la Brute et le Truand, qui a été un pionnier, du coup, d'une nouvelle ère dans le cinéma, l'ère des western spaghetti, heu et qui a quand même été, pour beaucoup, l'un des plus grands films, de tous les temps, encore aujourd'hui et qui a réussi à survivre aux années. C'est l'un des seuls westerns qui a traversé les âges et qui est encore, facilement regardable aujourd'hui. Donc pour moi, j'ai une petite préférence pour Le Bon, la Brute et le Truand, surtout que ça m'a un peu plus touché, personnellement. Même si, dans Gran Torino, il y a des scènes excellentes, comme, la scène de fin avec le sacrifice qui là est hyper touchante. Mais je trouve que quand même, si on fait le bilan général, Le Bon, la Brute et le Truand s'en sort mieux que Gran Torino.
Bah, d'un point de vue cinématographique, c'est clair qu'il y a pas le même talent. Pourtant, j'aime beaucoup Clint Eastwood en tant que réalisateur, mais là, déjà, il y a un truc dans Le Bon, la brute et le truand, mais ça, c'est très western spaghetti, c'est les gros plans sur les Ouais, visages. beaucoup de Heu, gros plans, voire même de très gros plans, avec du travelling et des plans américains aussi. ouais, et ça sert à quoi, en fait? Pourquoi dans le c'est très ça spaghetti, les Ouais, très, très c'est gros très plans. spaghetti et en fait, c'est pour rentrer dans le personnage. C'est tous ces moments où on qui laissent au spectateur se poser la question de ce qui enfin, de se poser des questions sur ce qui s'est passé et de se poser la question sur ce qui va se passer. Un peu se mettre dans la tête du personnage. Sauf que depuis, des années 90 en réalité, le cinéma a fait que s'accélérer avec la tendance Marvel, des choses comme ça et on laisse plus vraiment le temps au spectateur de penser, et de se mettre à la place du personnage. Mmh. Il y a un truc, par exemple, que j'ai pour me faire rebondir de ce que tu as dit et qui m'amène à penser quand même que Gran Torino, cinématographiquement, c'est moins brillant. Quand il va à la fête, donc chez ses voisins Hmong, qui commencent à l'adopter, qui commencent à se sentir bien avec eux, à un moment, il commence à avoir une crise de toux sanglante parce qu'il a le cancer et donc il va dans la salle de bain tout seul et là, il se regarde devant le miroir et il dit: «Je commence à plus les apprécier que ma propre famille» et alors, c'est un moment important du film, c'est un tournant, mais je me suis dit: «Quand même, c'est un peu en passant par la Lorraine avec mes gros sabots, quoi». Ouais, bah, en fait, il y a pas de subtilité, il y a pas vraiment de d'interprétation dans Gran Torino. Ouais, bah, c'est un peu le cinéma actuel, quoi. Ouais, bah, c'est C'est-à-dire ça. que C'est on donne tout au spectateur et on laisse plus vraiment de place à la construction. ouais, il y a pas d'imagination. Gran Il y a une Torino, c'est un thèse, en film fait. qui ouais, Gran Torino, c'est un film qui se regarde une fois, en fait. Alors que Le Bon, la Brute et le Truand, on peut le regarder 2, 3, 4 fois. Il y aura toujours des choses qui feront qu'on apprécie toujours le film, vu qu'on le verra toujours différemment. Ouais et ça, c'est vrai que c'est quelque chose, et puis, en plus, je pense que bon, La Brute et le Truand, c'est pas un film à thèse. Tandis que Gran Torino, il y a quand même, dans l'Amérique du début du nouveau millénaire, quoi, c'est la question de, bah, est-ce que le white trash, le vieux white trash est raciste ou pas raciste? Il y a, je trouve aussi que les liens qu'il a avec les asiatiques sont un petit peu forcés quand même, Mmh. Bah, dans Gran aussi. Torino, c'est surtout qu'il y a une fin marquée, alors que dans Le Bon, la Brute et le Truand, il y a pas de situation vraiment finale. C'est un peu ouvert. Ouais, bah, de toute façon, la violence va continuer, quoi. Oui, voilà. Tandis que, ouais, mais ça c'est vrai ce que tu dis, c'est que ce que l'avantage du Bon, la Brute et le Truand, c'est que ça donne de l'espace. Ça donne de l'espace aux spectateurs et ça nous manque maintenant dans le cinéma. On est toujours, dans un grand 8 en fait, Oui, voilà. jamais Pas le temps de réfléchir, pas le temps de s'adapter, il y a le temps de pas grand-chose, en fait. non. Bah, 3 heures quand même, hein, là, Bon, la Brute et le Truand. Ouais, mais avec beaucoup de scènes, du coup, de gros plans où les personnages se regardent, où les personnages, essayent de se comprendre l'un l'autre, heu et où le spectateur peut se mettre dans la tête du personnage. Alors qu'actuellement, bah, dans les films, c'est toujours, de l'action pure et dure, où il y a toujours quelque chose qui se passe, il y a jamais de moment de blanc comme, bah, comme avant. Mmh. Alors, là-dessus, moi, c'est vrai que bon, cinématographiquement, je pense que Le Bon, la Brute et le Truand, c'est au-dessus, c'est un des chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma. Après, moi, Gran Torino, j'ai une sympathie particulière parce que le message est quand même assez touchant. Oui. Le message est assez touchant. Moi, la question que je me suis posée, là, quand j'ai fini de le regarder, c'est: «Putain, j'ai pas envie d'avoir 80 ans, quoi».
parce qu'en fait, j'aurais vu tout mon monde disparaître et être remplacé par un nouveau monde. Et il y a quand même une vraie angoisse, alors bon, toi, tu as moins le problème que moi, Ah, j'ai eu le tu temps. plus jeune, mais il y a quand même une angoisse sur le monde qui disparaît, qui je trouve est peut-être plus universelle. C'est sûr, il y a cette idée-là, mais oui, il y a cette idée-là qui est plus actuelle, mais aussi parce que le film est plus récent et parle d'une période plus récente. Donc c'est sûr qu'il y a ce point fort, bah, plus le film est récent, plus ça nous parle en soi. Hem, c'est vrai. Un autre avantage que je donnerais à Gran Torino, c'est que pour aujourd'hui, aujourd'hui pour le spectateur, type, le spectateur, moyen qui s'intéresse pas énormément au cinéma, qui veut juste voir un film pour se divertir, il est beaucoup plus simple à regarder qu'un film comme Le Bon, la Brute et le Truand. Tu crois que maintenant les spectateurs auraient du mal avec Le Bon, la Brute et le Ah Truand? oui, oui, vraiment. C'est trop lent pour le spectateur, actuel qui a été habitué au Marvel, à l'action, à l'action permanente et cetera. Mais toi, par exemple, quand tu t'es mis dans le film, tu l'as ressenti cette lenteur ou pas? J'ai ressenti la lenteur, oui, j'ai ressenti, une lenteur par rapport au film actuel, mais ça m'a pas plus dérangé que ça. Alors que pour en avoir parlé avec d'autres personnes, je connais pas mal de mes camarades qui, eux, ont même pas réussi à le finir car ils s'ennuyaient devant, Ou à cause tu de peux ça. t'ennuyer devant Le Bon, la Brute et le Truand? Bah, Ah écoute, oui, 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 ça m'a surpris moi aussi, mais oui. ouais. Mais ça, c'est peut-être aussi une question de, comment dire? D'avoir, l'éducation, à ça. Je sais que, par exemple, mes enfants, j'ai toujours fait très attention à leur montrer dès la plus tendre enfance des films en noir et blanc Mmh. ou des films muets parce que c'est vrai que si c'est la normalité, c'est plus facile à voir que, bah, ça s'éduque, quoi. C'est ça la cinéphilie, être capable de regarder différents trucs. Bah, écoute, si parce qu'on s'ennuie pas, quoi. C'est vrai qu'il y a des films, maintenant qui sont trop lents, quoi, mais je trouve que Sergio Leone, il y a toujours une manière de tenir la caméra, toujours un angle où souvent les personnages sont pas pris complètement, en entier. Enfin, il y a Ouais, toujours mais des trouvailles, quoi. ça, c'est la sensibilité de chacun en réalité. Donc c'est sûr que, bah, par exemple, pour moi, c'est le cas aussi, je trouve toujours quelque chose d'intéressant à chaque moment du film. Mais certaines personnes ne verront pas les mêmes, ne verront pas la une chose que toi ou moi voit intéressant, cette personne-là le trouvera sûrement inintéressant ou ne le relèvera même pas. Et c'est à cause de ça, que certains, bah, s'ennuient devant le film. Mmh. Bah, Donc c'est pour ça que Gran Torino est plus facilement regardable, aujourd'hui pour le spectateur moyen. Si, les 2 films sortaient en salle de cinéma aujourd'hui, je suis à peu près sûr que Gran Torino aurait plus de succès. tu crois que Le Bon, la Brute et le Truand parce qu'il y a eu des il y a eu des c'est vrai que le western déjà, ça n'existe quasiment plus au cinéma. Il y a eu les derniers, c'est Tarantino, les Un des True Grit, derniers grands westerns, enfin westerns, avec gros budget sont de Tarantino. ouais. Mais là, bon, j'imagine que ça doit être, mais bon, je vais pas commencer sur Tarantino, sinon on fera Non, pas on de n'a pas deuxième fini. émission. Mais ça pourra être, un sujet à venir. Ben écoute, donc, on dit cinématographiquement, Le Bon, la Brute et le Truand, mais notre époque n'est plus capable de l'apprécier. C'est ça l'idée. Voilà, et on termine donc, avec, ces propos d'Aigri. Voilà. Voilà. Bah, écoute, ça m'a fait très plaisir, Romain, et puis donc, à une prochaine, j'espère. Ouais, bah, j'espère aussi.